Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de toutes les petites peintures de spin painting qu'on a fait la semaine dernière ensemble. Donc c'était un défi où pendant une semaine, tous les jours, je vous ai fait une petite peinture avec une vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire un peu le bilan de ça et donc je vais vous donner 5 techniques de spin painting qu'il faut vraiment connaître. En fait, parce qu'elles sont très intéressantes, parce qu'elles vont vous apprendre énormément de choses au-delà du spin painting qui est vraiment une technique à part entière dont on va parler, mais qui va aussi beaucoup vous aider dans toute la pratique de la peinture, que ce soit pour l'acrylique ou la peinture à l'huile. Donc en fait, c'est des techniques pour débutants ou pour plus confirmés qui vont beaucoup vous apprendre sur la pratique de la peinture, qui vont permettre d'être plus efficace, de bien choisir vos modèles, on va discuter de ça, et puis aussi de savoir mieux comment vous allez gérer votre peinture pendant que vous la peignez, parce que c'est sympa de pouvoir être un petit peu efficace. En fait, quand vous passez 2 heures à chercher le bon mélange de couleurs, c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, je vous donnais plein de techniques pour être efficace dans vos peintures, et puis ça va vous apprendre aussi à bien gérer votre peinture quand vous êtes en train de le faire, à savoir par quoi commencer, par les clairs, les foncés, les couleurs, savoir s'il faut mieux faire les détails avant, s'il faut peindre un petit peu touche par touche ou s'il vaut mieux faire un grand aplat, rajouter par-dessus des choses, etc. On va parler de toutes ces petites techniques qui sont un peu des débats dans la peinture mais qui sont très intéressants, et donc on va le voir sous le prisme des spin painting parce que c'est une méthode pour apprendre toutes ces techniques et ensuite pouvoir les appliquer autre part dans sa pratique de la peinture. D'ailleurs, pour revenir sur la base, le spin painting, en fait, c'est simplement une peinture que vous allez faire dans un temps beaucoup plus court que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, si d'habitude vous faites des peintures en 2-3 heures, bah là, vous pouvez essayer de le faire en 1 heure ou une demi-heure. Moi, c'est à peu près ce que j'ai fait ici. Si à l'inverse, vous faites d'habitude des peintures en 1 heure, bah là, vous pouvez essayer de faire 10 minutes. Enfin, voilà, vous essayez de réduire beaucoup le temps de votre peinture. C'est vraiment l'intérêt de l'exercice de raccourcir le temps de peinture. Et puis, si jamais vos peintures d'habitude vous les faites en 2 semaines, bah, vous les faire juste en 1 jour cette fois-ci, ça pourrait être intéressant. Donc pour chacune des 5 techniques que je vais vous présenter dans la vidéo, on va simplement voir la technique en tant que telle et puis après qu'est-ce que ça va vous apporter en peinture et comment la mettre en place dans votre pratique. Comme tous les mois, on va se retrouver en live, donc ça va être mercredi prochain, le 15 novembre à 20 h sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à le noter dans vos agendas pour qu'on se retrouve ensemble. On fera une peinture ensemble, sans doute un paysage, quelque chose de joli. Vous pourrez me donner vos idées pour la peindre en même temps, me poser toutes les questions que vous voulez. On sera en direct en live ensemble. Et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker, et on passe tout de suite aux explications pour les 5 techniques de spin painting. La première chose à faire quand on va débuter une peinture, que ce soit un spin painting ou une peinture plus grande, c'est de choisir son modèle. Et dans le cas du spin painting, c'est pas forcément évident parce qu'on va se demander si on est capable de le faire en un temps assez court, comment on va faire les choses, comment on va le préparer. Donc on va voir un petit peu comment bien choisir son modèle. Donc en fait, quand on va faire une peinture rapide comme ça, il ne faut pas avoir peur de se dire que son modèle est trop compliqué ou qu'on ne le connaît pas, parce qu'il y a 2 façons de voir les choses. C'est-à-dire que soit vous prenez un modèle dont vous avez l'habitude, un paysage assez classique que vous connaissez, vous l'avez déjà peint en prenant tout votre temps, vous avez déjà fait quelques points de vue, différentes lumières, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous connaissez, que ça pourrait être un paysage marin que vous aimez bien, ça peut être peindre des bateaux, moi j'en ai refait ici, c'est un modèle que je connais bien, donc je suis à l'aise avec, et donc le faire en spin painting dans un temps plus court que d'habitude, en fait l'intérêt c'est de voir si vous connaissez vraiment votre modèle ou si à l'inverse vous passez juste des heures dessus parce que vous avez besoin de corriger plein de petites choses au fur et à mesure. Donc faire quelque chose de très rapide comme ça vous permet de faire un petit peu un bilan sur ce modèle-là. Est-ce que vous le connaissez bien? Est-ce que vous savez bien gérer vos mélanges de couleurs, la perspective, le dessin, toutes les couleurs pour arriver à un résultat satisfaisant en un temps court? Parce que si vous savez bien le faire rapidement et efficacement en un temps court, forcément si vous prenez plus de temps, ça sera encore plus beau. Donc le premier type de modèle que vous pouvez choisir, c'est quand vous allez faire un petit bilan en fait sur vos capacités en peinture. Est-ce que je sais bien dessiner un bateau, un animal, un portrait? Vous donnez un défi de le faire en un temps plus court que d'habitude et vous voyez ce que ça donne. La deuxième façon de choisir son modèle, c'est un petit peu d'explorer des nouvelles possibilités. On va se dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de tester des nouveaux modèles dont j'ai pas l'habitude. C'est ce que j'ai fait moi, je sais pas, avec la montre, la pâtisserie, le potimarron. Enfin voilà, j'ai fait des trucs un peu différents que je connais pas trop. Et en fait, je me suis dit, bon, un spin painting, c'est l'occasion parce que c'est un peu comme un croquis en peinture, on va tester des choses, on va voir ce que ça donne. C'est pas grave si on se trompe, ça prend pas beaucoup de temps et puis là c'est juste une feuille donc on s'en fiche un peu. Enfin voilà, prendre ça comme un croquis, une ébauche de peinture, faire quelques tests, y aller au plus simple et comme ça vous avez un premier croquis, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez en tester différents pour voir comment s'arrangent les configurations, si vous voulez changer de composition par exemple, tester de nouvelles façons de faire des couleurs. Vous pouvez tester différentes choses assez facilement et rapidement et ça c'est hyper sympa. Quand vous faites par exemple une étude d'un nouvel objet, que vous voulez faire une grande peinture après avec, que vous étudiez un personnage, une position, etc. Voilà, faites plein de petites croquis en peinture. Pour ça, les spin painting, c'est super intéressant pour tester des nouvelles choses.
La deuxième technique dont je voulais vous parler, c'est que quand on va faire une peinture rapide comme ça, il faut préparer un petit peu en avance dans sa tête ce qu'on va peindre. Quand on arrive devant sa toile blanche et puis qu'on a son modèle et qu'on n'a pas du tout préparé, bon, on va réfléchir un petit peu comment se placent les choses. On va peut-être commencer par faire le ciel bleu alors qu'on aurait dû commencer par faire des montagnes de vent ou bien un personnage. Enfin, voilà, on cafouille un petit peu au début, on n'est pas efficace. Et ça, dans une peinture, ça peut poser un peu problème de façon générale, pas forcément quand on fait une peinture rapide, parce que si on ne sait pas trop bien par quoi commencer, si on n'a pas bien réfléchi à ces mélanges, à où se placent les clairs, les foncés dans sa toile, forcément quand on va le peindre, ça va pas être clair non plus, et donc la peinture va être un peu trop moyenne. Et ça, c'est le genre de peinture où c'est sympa, mais ça manque un petit peu d'intérêt. Et c'est dommage parce que ça vous a demandé du temps, du travail, et que vous êtes vraiment à ça d'avoir une peinture vraiment jolie. Donc avant de commencer votre peinture rapide, et puis ça s'applique aussi pour une peinture normale, réfléchissez un petit peu à comment vous allez faire les grands mélanges de votre peinture, c'est-à-dire si vous avez un grand ciel dans votre peinture et puis un petit morceau de terre, vous allez réfléchir à quel bleu vous allez mettre, quel marron vous allez mettre, ou bien moi là, par exemple sur la citrouille, j'ai réfléchi à quel genre de orange j'allais mettre et quel genre de reflet jaune j'allais positionner dessus. Pour mon bateau, j'ai réfléchi à quelle couleur de voile j'allais faire pour être efficace au moment où j'allais faire les mélanges et savoir où j'allais. En plus des couleurs, ce qui est très important de réfléchir, c'est de savoir quelles vont être les valeurs que vous allez mettre sur votre toile, où vont se situer les valeurs les plus foncées et où vont se situer les valeurs les plus claires. Ça va vraiment vous donner la base pour savoir où aller dans votre peinture. Par exemple, sur le bateau, moi, les valeurs les plus foncées, c'était le dos des toiles, alors que les plus claires, c'était au niveau du bateau. Sur mon petit pot de pigments ici, j'avais des zones très foncées en bas, puis plus claires dans les reflets. Pareil sur la pâtisserie, ou bien sur les fleurs ici, j'avais quelques roses très clairs, et puis après les feuilles qui faisaient toute une masse foncée autour. Une fois que vous avez défini ça, en fait, dans votre tête, ça sera beaucoup plus simple quand vous passez à la peinture. Vous saurez où placer les différentes choses et vous aurez beaucoup moins de mal à le faire. Et donc ça, c'est efficace quand vous faites des peintures rapides, parce que forcément, vous allez plus rapide quand vous allez le faire, mais aussi dans une peinture normale, en fait, ça va vous aider à mieux analyser votre peinture et puis à vous lancer sur des bonnes bases dès le début. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est par rapport au mélange de couleurs que vous allez faire sur votre palette avant de passer sur votre toile. En fait, quand on fait des mélanges de couleurs, parfois on peut passer 2 heures à chercher un bon mélange de couleurs, on ne sait pas bien quelle teinte de bleu ou de orange mettre, et en fait ça pose beaucoup de problèmes, déjà parce que là vous allez faire une peinture rapide, donc vous avez envie de faire ça rapidement, et puis en plus de ça, si vous passez trop de temps à réfléchir, vous ne l'essayez pas sur votre toile, ça vous complique les choses, et en fait ça vous casse un petit peu l'intérêt de la peinture, qui est un petit peu plus subtil et un peu plus direct sur votre toile comme ça. Donc ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est de vraiment simplifier les choses au maximum. Donc pour commencer, moi ce que j'ai fait pour toutes les peintures ici, c'est que je commence par faire un mélange très foncé qui est du noir, donc je mélange du marron et du bleu, ça me fait du noir et je me pose pas la question, la valeur la plus foncée je la fais avec ça. Et après la valeur la plus claire, ça va être du blanc ou un blanc cassé pour que ce soit différent de ma feuille, mais vraiment quelque chose de quasiment blanc. Et en fait, j'utilise ces deux valeurs-là telles quelles sans me poser de questions de couleur, parce que dans la réalité, quand vous avez un objet qui est complètement à l'ombre, il va être noir, et complètement au soleil, il va être blanc. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question des couleurs et de la subtilité là-dessus. En fait, si vous en avez besoin, ça se fera en glacis très facilement. Donc à la première couche, mettez juste du noir et du blanc, ça suffit largement. Donc ça déjà, ça vous fait les deux mélanges de couleurs principaux pour vos valeurs qui sont déjà faits. Et ensuite pour toutes les couleurs et les valeurs intermédiaires, donc qui cette fois vont être vraiment colorées, vraiment ce qui compte c'est d'avoir une palette simple. Donc moi sur ma palette il y a 6 couleurs, il y a vraiment un marron, un rouge, un jaune, un bleu foncé, un bleu clair et puis du blanc. Et avec ça, j'arrive à faire toutes mes couleurs. En fait, comme ma palette est simple, je ne me pose pas trop de questions pour faire mon mélange. Je veux faire le bleu d'un ciel, je mets du bleu outre-mer, du bleu de céruléen, un peu de blanc et puis c'est bon. Je veux faire un marron, je vais mettre du terre d'ombre brûlée, un peu de bleu pour les désaturer et puis j'ai mon marron. Enfin voilà, vraiment simplifier les choses au maximum. Et ensuite, comme vous avez vos repères clairs et foncés, les deux extrêmes de votre peinture, tous les mélanges que vous faites entre les deux, vous allez prendre un petit peu de ces deux couleurs-là pour faire la valeur. Et après, rajouter dedans de la pigmentation avec un peu de bleu, un peu de jaune, un peu de rouge. Maintenant pour le quatrième conseil, on va s'attaquer à la peinture en tant que telle. Vous avez réfléchi à votre modèle, à comment le peindre et vous avez fait vos mélanges de couleurs sur votre palette. Maintenant, on va se poser la question par quoi on commence et je pense que le plus intéressant là-dedans, c'est de commencer par l'une des deux valeurs extrêmes, soit la plus claire, soit la plus foncée. En fait, le but de ce commencement de peinture, c'est de se poser une base, avoir un cadre solide pour ensuite passer dans des couleurs un peu intermédiaires et le faire assez simplement, aussi bien au niveau des formes, des couleurs et des valeurs que vous allez mettre sur votre peinture.
Moi ici, pour toutes les peintures, j'ai commencé par la couleur la plus foncée, parce que comme j'étais sur une feuille blanche et que j'avais pas de fond, bon bah commencer par mettre du blanc, ça n'avait pas grand intérêt, donc j'ai commencé par les couleurs les plus foncées. Et en fait, souvent, vous voyez que dans les vidéos, commencer par la couleur la plus foncée, ça vous donne où sont toutes les ombres, donc déjà votre lumière est fixée, ce qui est l'une des choses les plus importantes en peinture pour faire des choses en 3D qui soient jolies. Donc maintenant que votre lumière est fixée, vous n'avez plus qu'à faire des dégradés en fait pour passer de cette valeur la plus foncée à la valeur la plus claire. Donc cette fois, vous allez mettre des couleurs sur tout le spectre de valeurs que vous allez faire et ça va être beaucoup plus simple parce que vous avez votre couleur la plus foncée qui vous fait votre référence, donc vous l'éclaircissez un peu et vous rajoutez de la couleur pour mettre à côté et ainsi de suite jusqu'à arriver au blanc. Et en fait, avec ce cadre en tête que vous allez mettre sur votre toile de couleur foncée, bah, ça vous simplifie beaucoup les choses. Votre lumière est déjà fixée, vous n'avez plus qu'à faire quelques dégradés colorés pour arriver aux valeurs les plus claires. Et en fait, en réfléchissant comme ça, bon, on se dit que c'est un petit peu trop simple. Alors bien sûr, ça demande du travail, de l'habitude et de l'entraînement, mais vous allez voir que ça simplifie beaucoup votre façon de penser parce que vous limitez les questions que vous vous posez. En fait, vous commencez par le foncé, il n'y a qu'une seule couleur. Vous suivez juste le petit croquis que vous aviez fait au dessin avant et après vous passez à la couleur pour compléter les formes que vous avez commencé. Et enfin, le cinquième point que je voulais aborder, c'est de vraiment commencer par les formes les plus générales pour terminer par les détails et c'est très important de le faire dans ce sens-là. En fait, quand vous faites une peinture rapide, bon bah la première chose que vous faites des aplats de couleurs les plus grands possibles sur toutes les grandes zones pour avoir une première idée générale et puis recouvrir votre feuille de papier blanche. Et puis ensuite, vous allez dans les détails, ça paraît assez logique. Mais souvent, quand on passe à une peinture où on se donne plus de temps et on réfléchit pas forcément en termes de temps et d'optimisation, et ben on ne fait pas dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire un petit arbre dans un coin avec un personnage et puis la côte qui va avec, avant de faire même le ciel qui est à côté, on va faire des petites choses par-ci par-là, ce qui fait qu'à la fin, quand votre peinture est complétée, bon ben on peut avoir l'impression que les objets sont séparés les uns des autres, il n'y a pas vraiment d'harmonie entre eux, ils sont tous séparés, ils ont tous des teintes un peu différentes, et ça c'est très dommage dans une peinture parce que vous êtes encore une fois à ça d'avoir quelque chose de très joli. Donc pour les peintures rapides, et puis c'est ce que je fais pas mal dans les peintures plus grandes aussi, c'est de commencer par faire des grands aplats. Donc vous faites un fond pour votre ciel, vous faites un fond pour votre herbe, pour votre bâtiment, pour votre personnage. Et puis une fois que vous avez fait votre grand aplat uniforme, là vous vous posez la question de savoir comment le raffiner. Donc vous pouvez rajouter des petits dégradés de couleurs un peu foncés sur un côté, un peu clair de l'autre. Vous pouvez rajouter un petit peu de texture en tapotant avec un pinceau, en rajoutant une petite couleur pour faire des petits éclats, etc. C'est ce que j'ai fait sur pas mal de mes peintures ici, sur les voiles du bateau, sur la citrouille, sur la part de gâteau. Enfin voilà, on rajoute des petites choses au fur et à mesure pour travailler un petit peu le réalisme et la subtilité qui sont toujours sympas à faire. En tout cas, moi, c'est les résultats que j'aime bien. Mais vraiment commencer par la zone la plus grande possible. C'est ce qui va vous simplifier la vie pour avoir un bon cadre, encore une fois, comme pour les valeurs, et ensuite travailler dessus en s'amusant. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on a fait ensemble sur la peinture pas à pas qu'on avait commencé avant ce défi de peinture rapide et puis qu'on continuera après, où en fait on avait commencé par recouvrir toute la toile très rapidement avec la méthode du blocage de couleurs, c'est-à-dire qu'on regarde de loin de façon floue et puis on met des patchs de couleurs les uns à côté des autres sans vraiment d'ordre hiérarchique, sans trop de raison, mais juste des patchs de couleurs qui correspondent aux valeurs et aux couleurs les plus grandes possibles. Et puis ensuite on vient raffiner au fur et à mesure ces couleurs-là pour obtenir un résultat plus réaliste et plus sympa. Donc voilà pour les 5 techniques de peinture rapide que je voulais vous donner parce qu'elles sont très intéressantes à apprendre et puis vont beaucoup vous aider aussi en peinture plus classique en prenant du temps sur une grande toile et ce genre de choses. Donc j'espère que ça vous aura plu et puis que ça vous apprendra plein de choses, ça vous donnera des idées d'exercices à tenter. Donc voilà, l'idée c'est de découvrir d'autres types de modèles dont vous n'avez pas l'habitude parce que c'est sympa de les peindre, c'est marrant, même si on ne veut pas en faire une grande peinture après. Et puis ensuite ces techniques-là vont aussi beaucoup vous aider quand vous passerez sur des peintures plus classiques avec le temps sur une grande toile. N'oubliez pas qu'on se retrouve mercredi prochain à 20 h sur ma chaîne pour le live. Et puis en attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.